Amis téléspectateurs, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver encore une fois de plus dans le cadre de votre émission Expertise scientifique. Aujourd'hui, nous aurons comme invité M. Dieudonné Wafula, professeur d'université, avec qui nous allons parler des éruptions volcaniques et beaucoup plus de travaux de recherche qu'il a effectués avec toute une équipe de Japonais au niveau du volcan de Nirangogo et de Nyamuragira. Oui, nous avions dit que nous avons le réel plaisir de vous avoir encore une fois de plus comme invité dans notre émission Expertise scientifique. Aujourd'hui, nous allons encore parler des éruptions volcaniques, mais avant toute chose, pour ceux des téléspectateurs qui n'ont pas une idée par rapport aux différents termes et pour ceux-là qui nous ont déjà suivis, essayer un peu de leur rafraîchir la mémoire, nous aimerions à ce que vous puissiez nous définir la géophysique, les éruptions volcaniques, le magma et les laves. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir de ces concepts? La géophysique, donc il y a deux, géo, terre, et physique, c'est la physique. C'est la physique de la Terre. Donc la géophysique nous permet d'étudier ce qui se passe, les phénomènes physiques qui se passent sous la Terre, sous nos pieds. Et puis les éruptions volcaniques, magma, lave. Alors, dans ce qui se passe sous la Terre, nous étudions plus les phénomènes de mouvement, des mouvements qui se passent sous la Terre ou à l'intérieur de la Terre. Donc, il y a les mouvements de plaques tectoniques. Hein, donc, les plaques tectoniques, notre Terre, notre planète Terre est constituée de plusieurs plaques qu'on appelle plaques tectoniques qui sont en mouvement relatif les unes par rapport aux autres. Donc soit ils se rencontrent, soit ils se cognent. Et il y a des endroits où, au lieu que les plaques se rencontrent, ou se séparent, mais les plaques subissent des cassures à leur intérieur. C'est ce qu'on appelle le phénomène des rifts continentaux. C'est le phénomène que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo, où nous avons le système des rifts est-africains constitué de deux branches, la branche ouest et la branche est. La branche ouest, c'est la branche qui nous concerne, donc qui prend les lacs Albert, lac Édouard, lac Kivu, lac Tanganyika, ça prolonge jusqu'au lac Rukwa, lac Malawi. Alors, nous, notre secteur d'études, c'est la branche ouest, où nous nous concentrons à l'étude de ce phénomène géophysique, où nous avons les tremblements de terre, donc les séismes et les éruptions volcaniques. Alors, dans les mouvements des plaques tectoniques, il y a aussi le phénomène de séisme et de volcanisme. La même chose, là où il y a la cassure de la plaque tectonique, il y a le séisme et le volcanisme. Alors quand on parle d'une éruption volcanique, c'est-à-dire il y a le volcan qui est en train de cracher, de sortir la matière chaude qui est en son intérieur. Et cette matière, quand elle est à l'intérieur, s'appelle le magma. Le magma n'est rien d'autre que les roches qui sont chauffées à très haute température, plus de 1000 degrés, qui entrent en fusion. C'est ce qu'on appelle magma. Et quand ça arrive à la surface, ça sort, ce que nous voyons, porte maintenant le nom de lave volcanique. Et ce phénomène-là, qui fait sortir le magma en surface, c'est ce qu'on appelle éruption volcanique. Professeur, les téléspectateurs sont édifiés par rapport aux définitions que vous avez données de ces différents concepts en rapport avec notre émission de ces jours. Nous parlons des éruptions volcaniques. Professeur, aujourd'hui dans notre pays, nous retrouvons des volcans au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Quelles sont les caractéristiques qui entrent en compte
pour découvrir que ces zones sont des zones sismiques ou bien ces zones ne peuvent pas être des zones sismiques? Pour détecter qu'une zone est une zone sismique, il faut des appareils qu'on appelle les sismographes. Donc le sismographe, c'est un appareil constitué de deux parties. Il y a le sismomètre, c'est l'appareil ultra sensible qui est capable de détecter tout mouvement du sol. Par exemple, nous sommes dans ce bureau, si nous posons un sismomètre ici, même quand vous marchez, vos pas sont détectés. Donc c'est vraiment ultra sensible. Alors, qui sont connectés à un enregistreur qui vous permet de lire ce que le sismomètre a détecté. Donc le sismomètre détecte le mouvement. Ce mouvement est transmis à un enregistreur qui vous permet de voir maintenant l'importance du mouvement, le type de mouvement qui a été enregistré ou détecté par les sismomètres. Bon, il y a aussi l'homme aussi, quand il y a un grand tremblement de terre, vous pouvez le sentir. Ça, c'est un grand tremblement de terre dont les magnétiques déjà vont au-delà de 3,5, 3,8, 4 déjà, même l'homme peut sentir, peut se dire que non, il y a un tremblement de terre. Mais quand c'est petit, il n'y a que les sismomètres qui peuvent nous le témoigner. Donc cela veut dire qu'il n'est pas exclu qu'on puisse avoir des tremblements de terre, même à l'ouest de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas exclu, c'est comme ça que nous essayons de concentrer des efforts avec le Centre de recherche géophysique de Kinshasa pour placer quelques stations ici au niveau de l'Ouest, au niveau de Inga, peut-être de Kinshasa ici, pour voir est-ce que notre partie ici, Ouest du Congo, Kinshasa, Bas-Congo, Bandundu, Équateur, est-ce que nous sommes vraiment exemptés des phénomènes de tremblements de terre? Mais du côté de Guadeloupe, déjà il y a des tremblements de terre qui sont enregistrés. Du côté de l'Angola, il y en a. Du côté du Gabon, il y en a. Pourquoi pas du côté de Kinshasa? Donc il faut ces appareils-là, de ces sismomètres qu'on doit placer ici pour réellement voir s'il n'y a pas de mouvement sismique. Vous voyez par exemple les ponts Maréchal, quand il a été construit par les Japonais. Ils se sont renseignés, est-ce qu'il y a des mouvements sismiques dans cette zone? Mais ils connaissaient que dans l'océan Atlantique, il y a des séismes. À l'est du Congo, il y a des séismes. Donc ils ne pouvaient pas dire qu'il ne peut pas y avoir de tremblements de terre au niveau de la province du Congo central. Ce qui fait qu'ils ont tenu quand même compte de ça. Donc ils ont intégré dans leur calcul de dimensionnement des ponts les facteurs sismiques. Je crois qu'ils ont pris des degrés de 5,5, quelque chose comme ça, si je ne me souviens pas exactement. Mais ils ont tenu compte de ça, dire au cas où il y a un séisme, que les ponts ne puissent pas céder. Et maintenant, comme je venais de vous le dire, nous essayons de concentrer des efforts pour que le Centre de recherche géophysique de Kinshasa puisse acquérir des matériels nécessaires pour détecter tous ces mouvements. Et ces matériels, avec l'effort du gouvernement, sont en train d'être mis en place. Chez nous ici, nous avons la chaîne volcanique de Virunga, qui est partagée entre l'Ouganda, le Rwanda et le Congo. Et la chaîne volcanique de Virunga contient 8 volcans, dont 6 qui sont vers l'est et au centre qui sont déjà endormis. Donc, est-ce qu'ils sont éteints? On ne sait pas le confirmer, mais au moins ils sont endormis, donc ils ne sont pas en activité. Mais nous avons les Niragongo et les Niamoragira qui sont dans les territoires congolais, qui sont comptés parmi les volcans
les plus actifs dans le monde. Et le Nyiragongo est considéré parmi les 15 volcans les plus dangereux dans le monde à cause de sa position géographique par rapport à la ville de Goma et à cause de la fluidité de sa lave. Et les types de volcans que nous avons, les Nyiragongo comme les Nyamuragira, sont des types hawaïens, c'est-à-dire caractérisés par un magma très fluide, donc pauvre en silice, donc qui peut couler comme de l'eau. Donc les Nyamuragira, une coulée de Nyamuragira peut aller jusqu'à plus de 40 km à l'heure, c'est beaucoup. Par exemple, en éruption de 1977, il y a même des véhicules qui étaient rattrapés par la coulée de lave. Alors il y a aussi les Kaouzi et Biega. Là, on les considère comme éteints. Ils sont très vieux. Donc on suppose que les mains sont éteints. Donc maintenant, les efforts sont concentrés sur les deux volcans qui sont très actifs, le Nyiragongo et le Nyamuragira, qui maintenant même présentent tous les deux des lacs de lave. Parlons maintenant de la mission de recherche que vous avez effectuée au niveau de l'est de notre pays, dans les volcans de Nyiragongo et de Nyamuragira, avec une équipe de Japonais. Qu'est-ce qui vous a poussé à effectuer ces voyages avec des Japonais aussi longtemps que ces volcans existent depuis longtemps? Et vous avez dit que le volcan de Nyamuragira est le volcan qui existe depuis la toute dernière éruption de ces volcans a eu lieu en 1938 et le Nyiragongo en 2002. Maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à effectuer ces voyages de l'Est de notre pays? En fait, nous avons été invités de faire partie d'une mission internationale composée de Japonais, de Canadiens et des gens de la Nouvelle-Zélande pour apporter notre expertise en tant qu'expert dans ces volcans Nyiragongo et Nyamuragira. Moi, j'ai fait ma thèse, c'est sur les volcans Nyiragongo et les Nyamuragira. Donc je suis quand même un expert pour ces deux volcans. Et mon professeur, qui est le professeur Amaguchi, qui a aujourd'hui 77 ans, était associé à cette mission. Et il s'est dit, il ne peut pas faire partie de cette mission sans associer ses étudiants, ses élèves, parce que lui, il nous prenait vraiment comme ses élèves, il nous a enseigné. Et la dernière fois que nous étions avec lui au sommet de ces volcans, c'est en 1995. Et il a voulu que nous puissions encore être avec lui au sommet de cette colline, de Nyiragongo, même de Nyamuragira, pour encore évaluer la situation actuelle de ces volcans, étant donné qu'il y a un lac de lave au niveau de Nyiragongo, il y a un lac de lave au niveau de Nyamuragira. Alors, quand vous avez parlé de l'éruption de 1938-1940 des volcans Nyamuragira, c'était l'éruption qui est partie du lac de lave. Mais la dernière, du lac de lave, donc il y avait un lac de lave et le volcan Nyamuragira est entré en éruption. Une éruption qui a duré plus de 2 ans, qui a parcouru 20 km, coupé la route Goma-Bukavu et jusqu'à isoler une partie du lac, donc à partir des lacs de lave. Okay? Mais la dernière éruption ordinaire du volcan Nyamuragira, ça date de novembre 2011. Là, c'est parti, c'est une éruption normale, il n'y avait pas de lac de lave. Mais maintenant, il y a un lac de lave. Donc, le risque s'est amplifié parce que la prochaine éruption de Nyamuragira partira du lac de lave. Donc, c'est très dangereux. Et le Nyiragongo aussi a un lac de lave. Et dans cette mission-là,
les experts étaient intéressés sur le phénomène des lacs de lave. Donc ils sont passés, il y a un lac de lave aussi en Éthiopie, ils sont passés par là. Il y a aussi un lac de lave au mont Erebus. Après la mission au Nyiragongo, ils devraient faire aussi le mont Erebus en Antarctique. Donc on était en train d'étudier le phénomène des lacs de lave, qui est un phénomène très important, vraiment très exceptionnel dans la vie des volcans. Donc maintenant, il y a 4 volcans dans le monde qui exhibent ces lacs de lave. Donc ils étaient intéressés de parcourir tous ces volcans-là présentant des lacs de lave. Et nous étions associés pour apporter notre expertise et tout ça. Ces non-volcans sont chez nous, les Nyiragongo et voire même les Nyamuragira. Pour le moment, les éruptions de Nyiragongo, maintenant, le Nyiragongo est en éruption, mais l'éruption qu'on appelle intracratérielle, comme les Nyamuragira. Donc l'éruption se passe dans les cratères. Les lacs de lave bouillonnent à l'intérieur des cratères. Maintenant, ces lacs de lave, à un certain moment, va se solder par des coulées de lave sur les flancs. Et le lac de lave est libéré. Et avec la pression hydrostatique du poids des lacs de lave, la lave sort avec une forte pression et avec une grande vitesse. Parce qu'il y a d'abord le poids des lacs de lave qui est au-dessus, il y a la pression aussi qui vient par les conduits. Donc la lave est pompée avec une forte pression et coule très vite. Comme je dis, en 1977, ça allait même à plus de 40 km à l'heure. Et l'expérience que nous avons, ça c'est pour les Nyiragongo, l'expérience que nous avons pour les Nyamuragira, souvent les coulées de lave sont contenues dans les parcs. Mais en 1938, le lac de lave est parti de Nyamuragira et jusque vers le lac Kivu, qui peut se situer à 20 km du volcan Nyamuragira. Donc la coulée a fait plus de 20 km. Donc c'est une grande éruption. Donc une éruption du lac de lave est une grande éruption qui peut aller très loin. Et pour Nyamuragira, ça fait plus de 2 ans en train de couler. Et c'est la plus grande éruption de Nyamuragira que nous avons connue dans l'histoire de ces volcans, qui fait plus de 2 ans. Il y a un autre de 1991, mais qui a fait quand même moins de temps, il est allé jusqu'à 16 mois. Mais celui-là, c'est plus de 2 ans. De janvier 1938 en juin 1940. Donc, à peu près 28 mois d'éruption. Donc, c'est quand même une éruption exceptionnelle. Donc, les éruptions fissuraires, nous les avons chaque 2 ans. Et maintenant, on n'en a plus. Depuis 2011, 2016, on n'a plus d'éruptions fissuraires donc, qui partent directement du flanc. Mais maintenant, c'est remplacé par les lacs de lave. Et ce lac de lave va se solder dans le futur par une grande éruption. D'abord, il y avait plus de contacts entre la ville de Goma et la partie ouest, donc Sake, Kiroche, tout ça. Donc la population ne pouvait plus se communiquer. C'est un grand problème. Et notre histoire est pauvre, mais ce que nous savons qu'il y avait un impact sur le climat important. Il y avait des changements climatiques déjà à ce moment-là à cause de cette grande éruption. Il paraît qu'il y avait des grandes pluies et des inondations un peu partout dans cette région. Donc, ça avait un impact environnemental
très, très important. Donc, s'il y a beaucoup de pluie, les cultures sont détruites. Donc, il y avait la famille, il y avait donc beaucoup de problèmes. Mon rôle en tant qu'expert, c'était de présenter notre expérience, qu'est-ce que nous comprenons de ces volcans, et surtout qu'on était avec notre encadreur, le professeur Amaguchi. Donc nous devions discuter encore en profondeur avec lui sur la suite des événements. Qu'est-ce qui va arriver après? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les recherches que nous devons mener? Quelles sont les études qui doivent être faites? Quelles sont les conséquences à tirer de cette nouvelle situation, qui est un peu une situation spéciale? Deux volcans séparés par 13 km seulement, les deux avec des lacs de lave. C'est un événement spécial. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc c'est très important sur les plans scientifiques, sur les plans environnementaux et sur les plans sécuritaires. Donc il faut doubler des efforts, il faut beaucoup de surveillance, beaucoup de contacts avec d'autres scientifiques, beaucoup de discussions, beaucoup de partages scientifiques. Et nous étions toujours là pour expliquer à nos collègues, voilà, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, avant c'était comme ça et tout ça, et les professeurs étaient là pour nous enseigner davantage. Vous voyez que le Japon a plus de 100 volcans actifs. Donc, il a une bonne expérience et c'était vraiment un moment capital pour qu'il nous explique encore, plus de 20 ans après, qu'on se retrouve encore avec lui au sommet du volcan Nyiragongo. C'est quand même important. C'était vraiment important. Professeur, les images nous montrent que vous avez effectué ces déplacements avec votre professeur, les Japonais et d'autres Congolais, et aussi d'autres chercheurs des autres nationalités. Mais il y a une image qui m'a beaucoup plus stické. J'ai vu des chercheurs descendre jusqu'à là où se trouve des laves. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire jusque-là et quels sont les risques qu'ils ont courus en arrivant jusqu'au niveau de ces laves? Parce que nous avons vu des fumées. Est-ce que ces fumées-là ne sont pas toxiques? Quand on descend dans les cratères d'un volcan, on court beaucoup de risques. Il peut y avoir explosion des gaz. C'est comme ça qu'ils devraient porter des masques à gaz. Et on peut avoir un grand tremblement de terre, un effondrement. Et les roches peuvent vous écraser. Et il y a aussi une éruption. Vous pouvez rencontrer une éruption dans les cratères que la lave, au lieu de bouillonner dans les puits, sort de quelque part. Mais ça peut aussi vous causer du tort. Je vous dis que là où ils se mettaient, là où ils sont arrivés, quelques temps après, hein, je crois le 3 mars, là où ils se mettaient, la lave est sortie de là. Il y a eu une ouverture là-bas, et la coulée, je vais vous montrer les images, et la coulée est partie de là. Donc, si la coulée les a rencontrés là-bas, c'est vraiment... Donc, on court beaucoup de risques en faisant des expéditions, mais ils devraient récupérer des échantillons de roches, de cendres volcaniques que nous devrions analyser et voir leur composition pour comprendre davantage la source de ces magmas et tout ça. Et ça nous donne quand même beaucoup d'informations
et surtout que ce sont des échantillons purs qui ne sont pas mélangés avec l'extérieur, hein, d'autres éléments extérieurs. Donc ce sont des échantillons purs. Donc on a prélevé beaucoup d'échantillons. Et aussi prendre les images avec beaucoup plus de précision. Parce que quand ils étaient là, ils communiquaient avec nous, nous qui étions au sommet du cratère. Ils ont dit qu'ils ont vu des explosions qui montaient jusqu'à des fontaines qui montaient jusqu'à 4 mètres de haut. À partir du lac de lave, donc comme ça bouillonnait, ça montait jusqu'à 4 mètres. Tout ça, ce sont des informations qu'on ne peut pas avoir à partir du sommet du cratère. Il faut descendre et à partir de ça, on peut calculer les intensités, les intensités des flux de lave. Comment ça monte avec quelle intensité, quelle force, quelle pression. Moi, la température, il fait très chaud, hein, il ne fait pas froid. Hein. Dans les lacs, c'est plus de 1000 degrés. Donc c'est dans les 1060. Et comme vous êtes dans un trou, donc vous sentez, il n'y a pas beaucoup de courant d'air. Donc là où ils se mettaient, il faut dire qu'ils étaient à 800, 900 degrés de température vers le bord. Donc il fallait un équipement approprié qu'ils devraient porter. On ne peut pas s'approcher n'importe comment. Et ce n'est pas tout le monde qui pouvait s'approcher. Ce sont des spécialistes qui avaient une tenue spéciale et avec un casque spécial pour s'approcher. Et les diamètres de ces le diamètre, en tout cas, ça peut aller dans les 200, 250, hein, même plus. Hein. C'est grand. Mais quand vous le voyez à partir du sommet, vous trouvez que c'est un petit trou parce que à partir du sommet, les lacs de lave se retrouvent à peu près à plus de 500 mètres. Donc on le voyait déjà à plus de 500 mètres. Donc à partir du sommet, on ne peut pas estimer exactement le diamètre. Donc il fallait descendre là-bas pour avoir une estimation un peu plus correcte du diamètre de cette rampe. C'est vraiment monstrueux. Quand vous le voyez en face, les risques volcaniques s'est accentué dans la région de Virunga, étant donné que nous avons 2 volcans très actifs avec chacun un lac de lave très actif en train de bouillonner, qui finiront par se solder par des éruptions exceptionnelles sur les flancs, c'est-à-dire sortie de cette lave qui est en train de bouillonner en surface, donc couler de lave en surface à travers des fissures. Donc nous devons nous attendre encore à de grandes éruptions, du côté de Nyiragongo comme du côté de Nyamuragira. Donc il faut que les recherches soient renforcées, la surveillance soit renforcée et que la population soit suffisamment tenue, informée de la situation. Pas pour la paniquer, mais pour leur montrer qu'il y a une situation que nous sommes en train de suivre, mais qu'un jour, tout peut nous arriver. Mais que la situation est suivie de près par des scientifiques qui disposent d'un équipement de pointe adéquat, nécessaire pour éviter toute surprise. Ce qu'il faut éviter, c'est la surprise, qu'on soit surpris. Mais si les choses sont suivies, ils peuvent être bien canalisés, même s'il faut déplacer la population, que ça soit fait à temps
dans les meilleures conditions, avec une bonne préparation. Ce que nous pouvons dire au gouvernement, c'est de donner les moyens suffisants aux scientifiques de faire correctement leur travail, de surveiller correctement ces volcans, d'avoir suffisamment d'informations à donner à l'autorité et à donner à la population, et qu'au cas où il y aurait une éruption, de savoir quand ça pourrait arriver, comment ça pouvait se passer et comment prendre des dispositions, quel plan de contingence il faut appliquer, avec quels moyens. Et tout ça doit être réuni. Donc les scientifiques doivent réunir toutes ces informations-là et partager le plus avec les autorités et la population, que la population soit tenue informée et soit au courant de ce qui se passe au niveau des volcans. Mais pour le moment, il n'y a pas encore d'éruption, donc il n'y a pas de panique et tout ça. Et tout ce que les gens peuvent raconter, c'est tout simplement des rumeurs. Pour le moment, il n'y a pas encore d'éruption sur les flancs, il n'y a pas encore de coulées de lave. Dernièrement, on m'a appelé, on parle d'une éruption à Goma, je ne sais pas quelle radio. Moi j'ai dit, est-ce que vous avez vu, on vous a parlé d'une coulée de lave? Est-ce qu'il y a coulée de lave? S'il n'y a pas coulée de lave, donc il n'y a pas encore d'éruption. La situation que nous connaissons, que les deux volcans sont en éruption dans les cratères, éruption intracratérelle. Ça n'inquiète pas encore. S'il y a coulé de lave, sortie de lave, éruption fissurale, c'est ce que nous devons craindre. Donc il n'y en a pas encore. Et nous, comme scientifiques, nous devons suivre la situation de près, avoir des temps de partager. Nous sommes en Kinshasa, tantôt nous sommes du côté de Goma, de Bukavu, nous sommes en train de suivre les situations de près et que nous ayons quand même le temps de nous retrouver en tant que scientifiques ensemble, même avec d'autres experts internationaux, pour de temps en temps discuter de la situation de ces volcans. Dans les termes techniques, nous utilisons le lead time. Lead time, c'est-à-dire que le temps entre la prédiction et l'évacuation de la population doit être suffisamment long. Donc, le lead time doit être suffisamment long par rapport au temps d'évacuation. C'est-à-dire, si vous dites par exemple que l'éruption aura lieu demain, disons demain dans 24 heures, donc demain à 12 heures, il faut qu'on soit capable d'évacuer la population avant demain à 12 heures, avant les 24 heures. C'est le lead time. Il doit être plus long que le temps d'évacuation. Si pour évacuer la population, ça doit prendre 48 heures. Donc, il faut que la prévision soit donnée, et la prévision puisse prendre plus de 48 heures, qu'on puisse prévenir avant 2 jours. Donc il faut prendre 50 heures, 60 heures, peut-être 60 heures avant. Oui. Et il y a aussi le time window, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prédire une éruption qui va prendre beaucoup de temps. Vous dites aux gens, non, il y a éruption, il faut quitter. Et les gens quittent et ils attendent 1 mois et l'éruption n'arrive pas encore. Donc, ça, oui. Donc vous ne pouvez pas évacuer les gens trop tôt et qu'ils attendent trop longtemps. Et puis, il y a aussi la confiance. Quand les volcanologues prédisent une éruption, il peut y avoir des erreurs. Donc vous pouvez prédire une éruption et ça n'arrive pas.
Mais il ne faut pas que les chances d'erreur, de mauvaises prédictions arrivent trop souvent parce que la population risque de perdre confiance. Donc il faut moins de risques d'erreur. Il faut un lead time suffisant. Il faut que le time window soit le plus court possible. Donc tous ces paramètres-là, nous devons en tenir compte. Donc ce n'est pas un travail facile, c'est un travail scientifique qui demande beaucoup de sérieux. Et en 2002, nous avons réussi quand même à faire cette prédiction et les choses sont arrivées à temps réel. Mais il y a eu beaucoup de contradictions. Il y a eu beaucoup de messages. Il y avait une mauvaise coordination entre les scientifiques, les autorités et la population, tout simplement. Mais les scientifiques avaient fait, nous avons fait abattre un bon travail qui était apprécié au niveau de la communauté internationale. Professeur, nous vous remercions de votre disponibilité parce qu'à chaque fois, nous avons besoin de vous. Vous êtes là pour donner de la matière à la population et aux gouvernants par rapport aux différents problèmes que nous avons. Et aujourd'hui, nous comprenons que les volcans de Nyiragongo et de Nyamuragira ne connaissent pas encore des éruptions extra-cratériennes. Donc, la population doit être calme et qu'au moment venu, vous aurez le temps de pouvoir prévenir cette population et les gouvernants pour que le pire ne puisse pas arriver à notre pays par rapport à cela. Mais si vous avez un dernier mot par rapport à cette émission d'aujourd'hui. Comme dernier mot, à l'autorité d'encadrer correctement les scientifiques que nous sommes à faire correctement notre travail, que nous ayons suffisamment d'équipements pour faire des prédictions en cas d'éruption à temps réel et de nous faire confiance. Nous avons des capacités qu'il faut pour faire le travail. Nous avons besoin de moyens pour faire le travail. À la population de rester à l'écoute de l'autorité qui les informe toujours aux moyens des médias et de ne pas céder aux rumeurs. Nous n'avons pas besoin de vivre les rumeurs. La population a besoin de l'information. Et l'information utile leur sera toujours donnée par l'autorité, par les canaux des médias locaux et même au niveau national. Je vous remercie. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous avions eu comme invité M. Dieudonné Wafula, qui est professeur d'université, avec qui nous avions parlé des éruptions volcaniques et beaucoup plus de la mission qu'ils ont effectuée au niveau de l'est de notre pays, dans les volcans Nyiragongo et Nyamuragira. Il a donné beaucoup plus de précisions par rapport à ces éruptions. Donc la population de l'est de notre pays doit être calme. Et s'il y a une éruption en vue, l'information vous sera donnée par l'autorité. Et les scientifiques ont beaucoup plus besoin du soutien du gouvernement pour qu'ils puissent continuer à faire leur travail de recherche afin que ces recherches puissent aboutir à des résultats escomptés pour la protection de la nature et la protection de la population. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous fixons rendez-vous dans un prochain numéro. Au revoir.